Aujourd'hui, nous allons explorer la psychologie de l'argent de Morgan Housel, un livre qui révèle que l'argent n'est pas seulement une affaire de chiffres. C'est avant tout notre comportement, nos émotions, notre histoire personnelle. Tu vas découvrir comment l'envie te fait dépenser, la patience crée la richesse, la liberté est la vraie forme de l'argent, et pourquoi ceux qui semblent riches ne le sont pas toujours. Installe-toi, respire, et laisse ces 20 leçons transformer ta relation à l'argent. Chapitre 1. L'argent est psychologique, pas mathématique. Lorsqu'on parle d'argent, la plupart des gens pensent immédiatement à des chiffres. Revenus, pourcentage, courbe de rendement, tableur. On imagine que l'argent est domaine de calcul, de logique, de raisonnement pur. Mais Morgan Housel nous révèle une vérité déroutante. L'argent n'est pas un sujet mathématique. C'est un sujet psychologique. Pourquoi? Parce que l'argent est manipulé par des êtres humains. Et les êtres humains ne prennent jamais des décisions parfaitement rationnelles. Nous ne prenons pas de décisions financières dans des salles de classe. Nous les prenons dans une cuisine, avec un ventre qui serre, avec un passé chargé, avec ce que nos parents nous ont transmis, face à nos peurs, sous pression sociale, avec nos expériences limitées. Chaque décision financière est influencée par notre histoire personnelle, nos traumatismes, notre environnement, nos croyances profondes. Deux personnes ayant le même portefeuille peuvent prendre deux décisions opposées, parce que leurs émotions, elles, ne sont pas identiques. Nos croyances financières viennent de notre enfance. Un enfant né dans l'abondance développera confiance, aisance, tolérance au risque. Un enfant né dans la pénurie développera prudence, peur, obsession du contrôle. Les chiffres n'expliquent pas ça. Mais la psychologie, oui. Notre cerveau est câblé pour le court terme. Pendant des millions d'années, l'humain était en survie. Où trouver de la nourriture? Où dormir ce soir? Comment éviter le danger? Résultat, notre système nerveux est conçu pour réagir vite, éviter la perte immédiate, sécuriser le présent. Mais la finance moderne récompense la patience, l'endurance, la vision à long terme, conflits neurologiques. L'argent active la peur et l'ego. Tout autour de nous. Publicité, réseaux sociaux, comparaison, désir mimétique. On ne dépense pas pour se faire plaisir. On dépense parfois pour afficher un statut. Housel dit, le but de l'argent n'est pas d'impressionner les autres. Il est de contrôler ton propre temps. Le rationnel n'existe pas. Ce que les gens appellent irrationnel est souvent simplement différent de leur expérience. Exemple. Quelqu'un ayant vécu la pauvreté extrême épargnera compulsivement. Ce n'est pas irrationnel. C'est personnel. L'argent n'est pas un objet universel. C'est un miroir de notre histoire. Nous avons tous des scars financiers. Dettes de jeunesse. Salaires injustes. Investissements ratés. Opportunités manquées. Ces cicatrices modèlent nos comportements. Plus profondément que n'importe quel graphique. Imagine deux personnes devant la même bourse. L'une a été ruinée en 2008. L'autre a grandi dans une décennie d'abondance. Même portefeuille. Deux destins. Deux peurs. Deux comportements. Les chiffres sont les mêmes. Les cerveaux sont différents. Le message D.E. Morgan Housel. La compétence financière clé n'est pas savoir calculer des rendements, connaître les ratios boursiers, analyser des bilans. La compétence clé est se connaître soi-même. Comprendre ton rapport à la peur, ton rapport au risque, ton rapport au manque, ton rapport au temps, ton rapport au regard des autres. L'argent est un jeu émotionnel avant d'être un jeu logique. Ton histoire influence plus tes finances que ton intelligence. La psychologie domine la performance financière. Il n'existe pas de comportement universellement rationnel. Chapitre 2. Chance et risque, la face invisible de la réussite. Quand on observe la richesse, le succès ou la faillite, on pense souvent « il a travaillé dur ». Elle a été imprudente. Il n'a pas eu de volonté. Mais Morgan Housel nous rappelle une vérité extrêmement inconfortable. Une grande partie de ce qui nous arrive est influencée par la chance. Et par le risque. Ni visible, ni mesurable, ni toujours mérité. 1. La chance, le facteur silencieux.
Le monde adore raconter des histoires simples. Il a réussi parce qu'il est intelligent. Ou elle a échoué parce qu'elle est irresponsable. Mais dans la réalité, timing, contexte historique, environnement, rencontre, famille, bulles économiques, jouent un rôle énorme. Ce qui paraît être de la compétence est parfois simplement un contexte favorable. 2. Le risque, le jumeau maléfique de la chance. L'autre face du hasard. Le risque. Tu peux prendre des décisions raisonnables, logiques, prudentes, et être frappé par un licenciement, une crise, un accident, un virus, un divorce. Morgan Housel dit: le risque est ce qui reste quand tu as pensé à tout. Exemple frappant, Bill Gates. Bill Gates, né dans une famille aisée, dans une bonne ville, accès très tôt à un ordinateur, lycée ayant une salle informatique rare en 1968. Mentor autour de lui, camaraderie compétente. Ce cocktail a énormément augmenté ses probabilités. C'est un alignement statistique improbable. Bill Gates lui-même avoue: si j'étais né 5 ans plus tôt ou plus tard, je ne serais probablement pas devenu Bill Gates. Contre-exemple, Kent Evans. Morgan Housel rappelle que Kent Evans, ami de Gates et tout aussi brillant, est mort tragiquement dans un accident d'escalade adolescent. Même environnement, même talent, même potentiel. Destin complètement différent. On ne raconte jamais l'histoire. Il aurait pu aussi devenir un génie milliardaire. Parce que les perdants du hasard disparaissent de la mémoire collective. 3. Survivor bias, biais du survivant. Nous analysons uniquement ce qui reste visible. Entreprises qui réussissent, investisseurs gagnants, milliardaires. Mais pour chaque réussite, des milliers d'échecs invisibles. C'est comme regarder un cimetière vide. Personne ne raconte les histoires des tombes effacées. 4. Les médias amplifient le hasard. Les médias adorent dire: il a réussi parce qu'il se levait à 4 heures du matin. Voici 10 habitudes des millionnaires. Mais si on étudiait les perdants, nous découvririons qu'ils font parfois la même chose. Alors, où est la vérité? Entre la compétence et la chance. 5. Humilité et prudence. Morgan Housel conseille: si tu réussis, sois humble, le hasard a aidé. Si tu échoues, sois compatissant, le hasard a frappé. Ne juge pas trop vite. 6. Voilà pourquoi comparer est toxique. Comparer ton succès à celui d'un autre n'a pas de sens. Pourquoi? Tu n'es pas né au même endroit, au même moment, dans la même famille, avec le même réseau, avec la même santé, avec le même timing. Chaque vie est un tirage de cartes différent. Cette morale prend des décisions prudentielles. Parce que le risque n'est jamais totalement visible. Laisse une marge de sécurité. Pars du principe que tu seras parfois chanceux et parfois malchanceux. Prépare-toi pour les deux. 8. Une image mentale. Imagine la finance comme un océan. Parfois, mer calme, succès facile. Parfois, tempête, ruine imprévisible. Le meilleur marin n'a pas le contrôle sur la météo. Résumé profond du chapitre. Le succès visible est un mélange de talent, travail et hasard. L'échec visible est un mélange d'erreurs, malchance et contexte. Juge moins, observe plus. Prépare une marge de sécurité. Arrête de te comparer aux autres. Chapitre 3. Savoir s'arrêter, l'art de la non-cupidité. La plupart des livres de finance t'apprennent comment gagner plus. Morgan Housel t'apprend une compétence beaucoup plus rare. Comment arrêter au bon moment. Parce que gagner de l'argent, ce n'est pas difficile. Le garder, c'est autre chose. 1. Le piège du toujours plus. Housel dit: la plupart des catastrophes financières viennent de l'incapacité à sentir que tu en as assez. Pourquoi? Parce que l'argent est lié à la dopamine, le statut, l'ego, l'envie sociale. Dès que tu en veux plus, le seuil se déplace. Tu gagnes. Tu t'habitues. Tu veux encore plus. C'est un escalier sans fin. 2. Le cas de Raja Gupta. Raja Gupta, un homme extrêmement riche. Directeur de McKinsey. Environnement élitiste. Réseau puissant. Malgré une fortune colossalement suffisante. Il a voulu plus. Il a triché. Insider trading.
Prison. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas s'arrêter. 3. Bernie Madoff, la spirale du trop. Bernie Madoff était déjà très riche, très influent, très respecté. Mais il a voulu être numéro 1, indétrônable. Alors il a fraudé. Et maintenant, il a tout perdu. Ruiné sa famille. Détruit sa réputation. Pas pour obtenir plus, mais pour ne pas être moins que les autres. 4. Le risque du dépassement. Tu peux courir très vite. Mais si tu dépasses la frontière du bon sens, tu entres dans la zone de la cupidité, de la perte de contrôle, de la ruine. Le secret n'est pas comment aller plus loin, mais comment rester dans le jeu. 5. Question existentielle. Ouzel te demande: à partir de quel moment as-tu assez? Si tu ne peux pas répondre, tu ne gagneras jamais. Tu seras esclave du comparatif. 6. Pourquoi le toujours plus mène au moins? Quand tu tentes d'optimiser chaque centime, chaque rendement, chaque opportunité, tu augmentes aussi ton risque, ton stress, ton exposition, tes pertes potentielles. C'est mathématique. Plus tu veux maximiser, plus tu t'exposes au pire. 7. L'antidote, la modération consciente. Il y a un moment où plus ne change pas ta vie, mais change ton risque. On n'apprend pas ça à l'école. On l'apprend à travers la sagesse. 8. Une image mentale. Imagine un joueur de poker qui gagne. Il pourrait se lever et partir avec un beau gain. Mais il reste et continue parce que la dopamine le pousse jusqu'à tout perdre. Les plus brillants savent se lever quand ils gagnent. Résumé du chapitre. La cupidité ruine plus de fortune que la stupidité. Le secret n'est pas de maximiser, mais de rester dans le jeu. Sans limite interne, ton appétit te dévorera. Assez est une compétence, pas une ressource. Savoir s'arrêter est supérieur à savoir gagner. Selon Morgan Housel, les grandes fortunes se construisent par le courage et se conservent par la modération. Chapitre 4. Le compounding, le pouvoir du temps. Morgan Housel dit ceci: l'argent ne marche pas selon la logique humaine. Il marche selon la logique du temps. Le compounding, effet cumulatif, est ce phénomène mystérieux où petits gains, répétés longtemps, deviennent immenses. 1. Le cerveau humain n'est pas câblé pour comprendre l'exponentiel. Notre esprit comprend bien. Addition. Progression linéaire. Petit pas visible. Mais le compounding, c'est exponentiel. C'est invisible. Puis énorme. La courbe est lente. Très lente. Puis elle explose d'un coup. C'est pour ça que la majorité abandonne avant que la magie n'arrive. 2. L'exemple de Warren Buffett, donné dans le livre. Morgan Housel rappelle: Buffett n'est pas devenu milliardaire entre 20 et 40 ans. Il était déjà riche, mais pas explosif. La magie commence entre 60 ans, 90 ans. Pourquoi? Temps. Patience. Si Buffett avait pris sa retraite comme tout le monde à 65 ans, il serait connu comme un investisseur intelligent. Pas comme une légende mondiale. Son génie. Il a laissé le compounding travailler pendant 75 ans. 3. Sans le temps, même un bon rendement ne suffit pas. Tu peux avoir le meilleur portefeuille du monde. Si tu retires l'argent trop tôt, tu tues l'exponentiel. L'exponentiel est comme une graine. Tu la plantes, tu l'arroses, tu attends. Et un jour, elle devient un arbre. Tu ne peux pas la tirer vers le haut. 4. Pourquoi la majorité échoue face au compounding? Parce que ils veulent des résultats rapides. Ils arrêtent trop tôt. Ils paniquent dans les crises. Ils changent sans cesse de stratégie. Le compounding récompense l'ennui, la constance, l'inaction intelligente. 5. Le compounding ne fonctionne pas avec la logique humaine. Le cerveau est programmé pour réagir, s'impatienter, douter, comparer. Le compounding récompense la paix intérieure. C'est une bataille entre ton système nerveux et le temps. 6. L'image mentale du livre. Morgan Housel invite à imaginer deux investisseurs. L'un a un rendement exceptionnel mais investit seulement 10 ans. L'autre a un rendement moyen mais investit 40 ans. Qui gagne? Réponse: celui avec un rendement moyen mais longue durée. Parce que tantôt, cette moralité cachée, tu n'as pas besoin d'être un génie. Tu as besoin d'être patient,
Disciplinés. Cohérents. Les gens intelligents paniquent. Les gens patients prospèrent. 8. L'effet boule de neige. Une petite boule de neige. Jetée du haut d'une montagne. Au début, elle roule doucement. Elle grossit. Accélère. Devient massive. La vitesse augmente. À cause de sa propre croissance. La richesse fonctionne pareil. 9. Pourquoi personne ne t'enseigne ça? Parce que le marketing promet le rapide. Les réseaux sociaux glorifient l'instantané. Notre ego déteste attendre. Mais la richesse respecte seulement la patience. 10. Le compounding s'applique à tout. Ouzel souligne. Ce phénomène ne concerne pas seulement l'argent. Il fonctionne aussi pour la connaissance, la discipline, le réseau, la santé, la réputation. Chaque jour, plus 0,5%. Sur 10 ans, transformation monstrueuse. Brain twist, très important. Ce n'est pas combien tu gagnes, c'est combien de temps tu laisses ton argent travailler. Tu peux gagner moins, mais avoir plus, si tu laisses faire le temps. Résumé profond du chapitre. Le compounding récompense la patience, pas l'intelligence. Petite amélioration quotidienne, énorme résultat long terme. Le temps compte plus que le rendement. Le vrai génie est la constance, pas la vitesse. La plupart échouent car ils veulent la magie avant la patience. Punchline de Morgan Housel. Un petit changement maintenant crée un grand changement plus tard. Chapitre 5. L'envie, le piège social qui détruit la richesse. Morgan Housel affirme. Le plus grand obstacle à la richesse n'est pas la pauvreté, c'est l'envie. Parce que l'envie te pousse à dépenser plus que tu ne devrais, prendre des risques inutiles, courir derrière des standards irréalistes, chercher à impressionner ceux qui ne te regardent même pas. Et surtout, elle t'empêche d'être satisfait. 1. Le problème central, comparaison. Les réseaux sociaux, la publicité, et même nos conversations, nous exposent constamment à la vitrine des autres. Une voiture, une montre, une maison, des voyages. Tu vois les résultats, mais jamais le prix psychologique, ni les dettes, ni le stress, ni la fatigue. 2. L'envie est infinie. Lorsque tu atteins un niveau de richesse, tu ne compares plus avec ceux en dessous. Tu compares avec ceux juste au-dessus. Tu peux gagner 50 000 euros, envier 80 000 euros. 80 000 euros, envier 120 000 euros. 120 000 euros, envier 200 000 euros. L'échelle ne finit jamais. Parce que l'échelle monte avec toi. 3. Le problème psychologique. L'envie détruit la gratitude. Tu as réussi. Mais tu ne le sens plus. Parce que quelqu'un a mieux. Résultat mental. Dopamine négative. Sensation d'échec invisible. Éternelle insatisfaction. 4. Pourquoi l'envie est dangereuse financièrement? Elle te pousse à acheter pour impressionner, dépenser pour paraître, investir sans comprendre, risquer pour rattraper. Tu n'investis plus selon ton plan, mais selon ton ego. Et l'ego est un mauvais trader. 5 images mentales puissantes du livre. Morgan Housel dit. Quelqu'un a toujours quelque chose de plus que toi. Dans la finance, il y aura toujours quelqu'un de plus riche, quelqu'un de plus rapide, quelqu'un de plus chanceux. Si tu joues ce jeu, tu ne gagneras jamais. 6 exemples célèbres. Des traders déjà millionnaires prennent risques insensés pour être les meilleurs et explosent tout. Ils n'avaient pas besoin de plus. Ils avaient besoin d'être admirés. 7. L'envie vient d'un bug humain. Pendant des millions d'années, nous étions comparés à notre tribu, 150 personnes max. Aujourd'hui, tu te compares à toute la planète. À travers un écran, ton cerveau panique. Il pense, je suis en retard. Je suis moins bon. Ce n'est pas rationnel. C'est biologique. 8. L'antidote. Définir ta ligne d'arrivée. Tu dois décider. Quel style de vie te suffit? Quel niveau d'argent te suffit? Quels objectifs te nourrissent vraiment? Au-delà de cette ligne, tu ne cours plus par désir, mais par ego. 9 questions profondes pour ton audience. Est-ce que j'achète pour moi ou pour que les autres me voient? Pose cette question. Avant chaque dépense, tu économiseras des fortunes. 10. La vraie richesse
La meilleure richesse est celle que personne ne voit, parce qu'elle ne dépend pas du regard des autres. La richesse visible est fragile. La richesse invisible est solide. Résumé du chapitre. L'envie est le moteur de la dépense inutile. La comparaison détruit la satisfaction. Les réseaux sociaux amplifient l'insécurité. Tu dois définir ta ligne d'arrivée. La vraie richesse est invisible. Selon Morgan Housel, tu peux être heureux avec moins, ou malheureux avec plus. Chapitre 6. La liberté, la forme suprême de la richesse. Morgan Housel affirme une idée simple, mais révolutionnaire. Le but ultime de l'argent n'est pas l'objet que tu peux acheter. C'est la liberté qu'il t'offre. Parce que l'être humain, depuis toujours, ne cherche pas seulement le confort. Il cherche le contrôle de son temps. 1. Les achats matérialistes ont une limite. Acheter une belle voiture, une montre, un voyage exotique, donne un plaisir immédiat, mais temporaire. Notre cerveau s'y habitue vite. C'est l'adaptation hédonique. Résultat, tu veux un peu plus, puis encore plus, et tu ne gagnes rien en profondeur. 2. L'esclavage moderne, ton agenda. Housel explique. Tu peux gagner énormément d'argent, tout en étant esclave de ton emploi du temps. Si tu ne maîtrises pas comment tu occupes ton temps, tu n'es pas réellement riche. Tu es juste bien payé. 3. La liberté égale autonomie de décision. Être riche, ce n'est pas manger du caviar, conduire une Lamborghini, paraître extraordinaire. Être riche, c'est pouvoir dire non, choisir ton rythme, contrôler ton lundi matin, éviter les personnes toxiques, t'arrêter quand tu veux. La vraie monnaie de la richesse, c'est le contrôle. 4. Le temps, la seule richesse universelle. Nous avons tous 24 heures, des forces limitées, une vie finie. Tu peux être milliardaire. Mais si tu ne vois jamais tes enfants, tu ne contrôles pas ton agenda, tu es écrasé de réunions, tu n'es pas libre. Tu es simplement dopé à l'ego, mais pauvre en temps. 5. Les vies riches en argent mais pauvres en liberté. Beaucoup de personnes très riches travaillent 70 heures par semaine, sont stressées, dorment peu, s'inquiètent en permanence. Leur compte bancaire est rempli, mais leur vie intérieure est vide. 6. L'effet paradoxal. Le salaire élevé augmente ton style de vie, alimente ton image, augmente ton coût social, te rend dépendant à tes revenus. Tu passes d'un esclave pauvre à un esclave doré. Les chaînes brillent, mais restent des chaînes. 7. L'antidote, vivre sous ses moyens. Quand tu dépenses moins que ce que tu gagnes des marges, tu gagnes du temps, tu gagnes du choix. Moins de dépenses, moins de pression, plus de liberté. 8. L'exemple mental proposé par Housel. 2 personnes. A gagne 200 000 euros, dépense 195 000 euros. B gagne 60 000 euros, dépense 30 000 euros. Qui est plus riche? B. Parce qu'il contrôle la moitié de son revenu. Il peut prendre des décisions. A est prisonnier de son style de vie. 9. L'illusion des réseaux sociaux. Tu vois jet privé, montre, hôtel luxueux. Mais tu ne vois pas la dette qui finance, l'absence de vie privée, le stress d'y rester. Parce que la liberté ne se photographie pas, elle se ressent. 10. Le cœur du message. Morgan Housel dit: l'indépendance est la forme la plus puissante de richesse. Même une petite indépendance vaut plus qu'une grande possession. Pouvoir. Marcher dehors à midi. Refuser un client. Dormir quand tu veux. Ça n'a pas de prix. 11. La liberté de dire non. La majorité des gens riches ne sont pas heureux parce qu'ils disent oui à tout, par peur de perdre leur statut. La vraie richesse commence quand tu peux dire non, ça ne correspond pas à ma vie. La vraie richesse est le contrôle de ton temps. Les achats matériels donnent plaisir, mais pas liberté. Vivre sous ses moyens égale autonomie. Un petit revenu bien contrôlé, un grand revenu enchaîné. Le but du jeu n'est pas l'argent, c'est le temps. Selon Morgan Housel, la liberté d'utiliser ton temps comme tu veux est le plus grand dividende que l'argent puisse payer. Chapitre 7. La frugalité intelligente. Le pouvoir de dépenser moins que tu ne peux. Dans la culture moderne, le mot frugalité est associé à privation, sacrifice, radinerie,
Mais Morgan Housel renverse complètement cette perception. La frugalité intelligente est un acte de force. Pas de manque. Parce qu'elle te donne du contrôle, de la liberté, de la marge de sécurité. 1. La richesse n'est pas ce que tu vois. Le monde glorifie les voitures, les marques, les objets visibles. Mais la vraie richesse est invisible. Pourquoi? Parce qu'elle se trouve dans tes économies, tes investissements, ta marge financière. Tu ne vois pas la richesse. Tu vois la dépense. Une personne peut paraître riche et être fragile financièrement. 2. Dépenser moins que tu peux égale tu achètes du temps. Chaque euro non dépensé t'achète de la liberté future. Réduis ta dépendance. Augmente ton autonomie. C'est un échange. Présent vs futur. 3. Le cerveau veut toujours plus. Tu gagnes plus. Tu dépenses plus. C'est l'adaptation hédonique. Ton niveau de vie monte. Et ta satisfaction reste identique. La frugalité, c'est résister à cette pente glissante. Ce n'est pas dire « je n'aurai jamais ça ». C'est dire « je n'ai pas besoin de tout ce que je peux acheter ». 4. Ce que Housel appelle la force silencieuse. Une personne frugale a du choix, a du calme, a une marge, peut prendre des risques calculés. Une personne dépensière a du stress, a de la pression, dépend du prochain salaire. L'une est libre, l'autre est brillante en apparence, mais captive. 5. Pourquoi la frugalité est plus fiable que le revenu? Morgan Housel dit: tu peux contrôler tes dépenses plus facilement que ton revenu. Ton revenu dépend d'une entreprise, d'une économie, du marché, d'un patron. Tes dépenses dépendent de toi. 6. Image mentale, le seau percé. Imagine un seau rempli d'eau. Le revenu est ce qui rentre. Les dépenses sont les trous du seau. Tu peux ajouter plus d'eau, augmenter ton revenu, ou boucher les trous. La seconde option est plus simple, plus sous ton contrôle, plus rapide. 7. La frugalité est une assurance contre les tempêtes. Une crise, tu as une marge. Une perte d'emploi, tu as du temps. Un imprévu, tu as du calme. La frugalité te rend résilient. 8. C'est la fondation du compounding. Ce que tu n'utilises pas maintenant s'accumule, fructifie, se multiplie. La frugalité, c'est un carburant du compounding. 9. La frugalité doit être intelligente. Pas privation d'extrême, vie triste, punition, mais alignement avec tes vraies valeurs. Tu coupes ce qui ne t'importe pas. Tu gardes ce qui te rend heureux. Tu choisis. Tu désignes. C'est du minimalisme financier. 10. La richesse n'est pas le revenu. Housel rappelle: gagner 200 000 euros. Dépenser 195 000 euros. Tu es fragile. Gagner 60 000 euros. Dépenser 30 000 euros. Tu es fort. Ce n'est pas combien tu gagnes. C'est combien tu gardes. Résumé profond du chapitre. La frugalité intelligente est une force, pas une privation. Dépenser moins que tu ne peux achète du temps et du calme mental. La vraie richesse est invisible. Tu contrôles tes dépenses plus que ton revenu. La frugalité est le carburant du compounding. Punchline de Morgan Housel. Ce que tu ne vois pas est plus important que ce que tu vois. Chapitre 8. La marge de sécurité. Se protéger de l'inattendu. Morgan Housel insiste. Le plus grand risque financier, c'est ce que tu ne vois pas. Parce que la vie n'est pas une équation stable. Elle est faite de surprises. Accidents, crise, maladie, licenciement, divorce, imprévus économiques. Et la marge de sécurité est le coussin invisible qui te garantit de rester dans le jeu. 1. Pourquoi la marge de sécurité est indispensable? Imagine deux personnes. L'une vit sur un fil financier, l'autre avec une marge. La première panique au moindre imprévu. La seconde respire, analyse et continue. La richesse n'est pas une ligne droite. C'est un chemin rempli de tempêtes. Sans marge, la tempête te renverse. 2. Personne ne prévoit les crises. 2008, jamais vu venir. Covid, impossible à imaginer. Inflation, brutale et soudaine. Les événements les plus destructeurs sont imprévisibles.
Morgan Housel dit. Le risque est ce qu'on ne voit pas venir. D'où l'importance de garder un excédent. 3. L'erreur fatale, optimiser au maximum. Dans la culture moderne, on veut tout optimiser. Chaque euro, chaque rendement, chaque opportunité. Mais l'optimisation extrême égale absence de marge. Et dès que quelque chose tourne mal, tout s'effondre. La marge, c'est de l'antifragilité. 4 exemples concrets, simplifiés. 2 personnes investissent 100% de leur argent en actions. Rendement maximal. Et si tout va bien, une crise survient. Moins 50%. Panique. Retrait. Ruine psychologique. Une personne prudente investit 70%. Moins de rendement, mais plus de résilience. La marge protège ton argent, ton mental. 5. La marge n'est pas de la lâcheté. Beaucoup voient la prudence comme peur, manque de courage. Mais Morgan Housel répond, la marge, c'est de la sagesse. Parce que le monde n'est pas stable. Parce que la chance existe. Parce que la malchance aussi. Chronomètre 6. Rester dans le jeu est la vraie victoire. La finance récompense ceux qui durent, pas ceux qui vont vite. Si tu prends trop de risques, n'as aucune marge, panique au premier choc, tu sors du jeu, tu vends au pire moment, tu paniques, tu abandonnes. La marge t'empêche de quitter la table. Cette marge égale choix. Quand tu as un fonds d'urgence, des économies, des dépenses maîtrisées, tu peux dire non, je prends mon temps, je choisis. C'est la liberté appliquée. Sans marge, tu subis. 8 L'image mentale du livre. Morgan Housel compare la marge à un parachute. Tu peux voler sans, tant que tout va bien. Mais le jour où quelque chose se passe mal, tu remercieras chaque euro économisé. 9 Pourquoi la marge crée la confiance. Quand tu as une marge, tu penses mieux, tu décides mieux, tu dors mieux. Ton cerveau quitte l'état de survie. Tu évites les décisions paniquées. La marge, c'est une assurance mentale. 10 Marge égale puissance silencieuse. Peu de gens le voient, mais tout le monde le ressent. Les personnes avec marge semblent calmes, avancent plus sereinement, construisent mieux, prennent des risques mesurés. Les autres courent partout, stressent, changent souvent de cap. Résumé du chapitre. Le risque vient de l'inattendu. Une marge te protège mentalement et financièrement. L'optimisation extrême est dangereuse. Rester dans le jeu est plus important que gagner vite. La marge est une forme d'intelligence invisible. Morgan Housel disait ceci. Le but n'est pas d'être parfait. Le but est de survivre assez longtemps pour gagner. Chapitre 9. Le temps, la mesure invisible de la richesse. Beaucoup de gens pensent que la richesse, c'est des voitures, des maisons, des marques. Mais Morgan Housel affirme. La vraie richesse, c'est la capacité de contrôler ton temps. Parce qu'au fond, ce que nous cherchons tous, depuis l'enfance, c'est la liberté de décider de nos journées. 1. Le mythe du salaire qui rend libre. La société nous pousse à croire. Quand je gagnerai plus, j'aurai plus de temps. Mais ce qui arrive souvent, c'est l'inverse. Plus de salaire égal, plus de responsabilités, plus d'obligations, plus de pression. L'argent t'attache, quand il vient avec des chaînes invisibles. 2. Le piège du style de vie. Lorsque ton revenu augmente, ton style de vie augmente aussi. Et soudain, tu as besoin d'un salaire plus grand pour le maintenir, d'un travail plus exigeant, de réunions plus longues. Tu obtiens plus de confort matériel, mais moins de temps. Tu deviens esclave du maintien. 3. Le contrôle du temps égale bonheur profond. De nombreuses études psychologiques le montrent. Les gens heureux ne sont pas ceux qui ont le plus d'argent. Ce sont ceux qui ont la liberté de dire non, la capacité de choisir quand travailler, des matins paisibles, la possibilité de se reposer. Le temps est un dividende émotionnel. 4. Le luxe le plus rare aujourd'hui. Dans notre monde moderne, le luxe n'est pas l'or, les diamants, les jets privés. Le luxe est pouvoir déjeuner tranquillement avec tes enfants un mercredi matin, prendre ton après-midi pour lire, travailler sur un projet qui te passionne, dormir quand ton corps le demande. Ces choses ne s'achètent pas toujours.
Elle se cultive. 5. Les regrets de fin de vie. Quand on interroge les personnes âgées, elles ne disent pas « J'aurais voulu plus d'objets ». Elles disent « J'aurais voulu plus de temps, plus de liberté, plus de simplicité, plus de présence ». Ce chapitre te ramène à l'essence humaine. Les moments valent plus que les possessions. 6. Observation psychologique. Tu peux être riche financièrement et pauvre temporellement. Tu peux être pauvre financièrement et riche temporellement. Et devine quoi? Les plus heureux sont souvent dans la seconde catégorie. 7. La richesse du temps crée la richesse de l'esprit. Quand tu contrôles ton temps, tu peux apprendre, réfléchir, être créatif, entreprendre, aimer, expérimenter. Ton esprit respire. Et c'est dans la respiration que naissent les grandes idées. 8. Esclaves par choix. Beaucoup de gens disent « Je n'ai pas le choix ». Mais parfois, nous choisissons un prêt trop lourd, un style de vie imposant, une image à maintenir, des dépenses pour impressionner. Nous choisissons, culturellement, ce qui nous emprisonne. 9. L'antidote à la prison moderne. Morgan Housel propose une solution. Vivre légèrement en dessous de ses moyens. Parce que chaque euro non dépensé achète du temps, achète de la liberté, achète de l'espace mental. Tu ne deviens pas dépendant du prochain salaire. Tu deviens indépendant. 10. Image mentale. Imagine que ton temps est une lumière. Chaque obligation ajoute un rideau. Chaque dette ajoute une ombre. Chaque dépense inutile assombrit la pièce. Libérer du temps, c'est ouvrir les rideaux. Tu vois plus clair. 11. Pourquoi les riches continuent de travailler? Les personnes qui ont compris ça continuent souvent à travailler. Mais selon leurs règles, elles ne travaillent pas pour survivre. Elles travaillent pour s'accomplir. Le travail devient un choix. Et c'est là que la richesse prend une nouvelle forme. Résumé profond du chapitre. Le but ultime de l'argent est de contrôler ton temps. Le style de vie grandissant peut te réduire en esclavage. Le temps est la vraie monnaie du bonheur. Les possessions matérielles ne compensent pas la perte d'autonomie. Vivre sous ses moyens égale liberté future. Le contrôle du temps crée un esprit créatif et apaisé. Morgan Housel disait « La richesse n'est pas ce que tu peux acheter, mais ce que tu peux éviter d'être obligé de faire. » Chapitre 10. La LOI des que, quand quelques événements changent tout. Morgan Housel affirme « La majorité de ton succès financier dépend d'une toute petite poignée d'événements qu'on appelle événements de que, tel events. » Et cette idée explique pourquoi la bourse monte malgré les crises. Pourquoi des fortunes apparaissent soudainement? Pourquoi certaines vies changent en un instant? Pourquoi nos prévisions sont presque toujours fausses? 1. Le monde est extrêmement déséquilibré. La plupart des gens pensent que les résultats sont distribués uniformément. Chaque effort rapporte un peu. Chaque événement a le même poids. Mais ce n'est pas vrai. Dans la réalité, quelques victoires font la majorité de tes gains. Quelques erreurs font la majorité de tes pertes. C'est ce qu'on appelle une loi de puissance. 2 exemples frappants du S&P 500, marché américain. Morgan Housel rappelle un fait stupéfiant. Sur des milliers d'entreprises cotées, moins de 10% produisent la quasi-totalité des rendements historiques. Une poignée d'entreprises, Amazon, Apple, Microsoft, Google, Nvidia, représentent des trillions de dollars de valeur. Si tu les retires du calcul, le marché devient très médiocre. 3. L'exemple du portefeuille. Imagine 2 portefeuilles identiques. Ils diffèrent sur un investissement. L'un a acheté Apple en 2004. L'autre non. 20 ans plus tard. L'écart est colossal. Pourquoi? Événement de que. 4. L'importance des rares moments. Dans la vie. La rencontre d'un mentor. La lecture d'un livre. Un premier contrat. Un déclic psychologique. Un investissement qui explose. Une décision prise au bon moment. Ces quelques instants peuvent décider de décennies. Ce sont des points de bascule. 5. Notre erreur mentale. Le cerveau est linéaire. Il croit que une action égale un résultat. Un effort égale un progrès. Mais la réalité est exponentielle. Un moment peut valoir 10 000 heures. 6. Les que déterminent l'histoire. Morgan Housel donne des exemples historiques. L'invention de l'imprimerie.
l'électricité, l'ordinateur, Internet, les smartphones, l'intelligence artificielle. 6 événements ont changé toute la civilisation. 7. Pourquoi c'est si difficile à accepter? Parce que nous voulons croire que tout est prévisible, tout est logique, tout est explicable. Mais la réalité est dominée par le rare, le brutal, l'inattendu. 8. Conséquences. Nos prévisions sont souvent fausses. Les économistes se trompent. Les investisseurs aussi. Les politiciens également. Non pas par stupidité, mais parce que l'imprévisible domine. On ne peut pas prédire des événements rares. Par définition. 9. La bonne stratégie face au que. Morgan Housel recommande. Diversifier. Pour laisser une porte ouverte aux surprises positives. Laisser ses investissements courir. Ne pas couper une victoire, car elle pourrait devenir gigantesque. Accepter les pertes. Ce sont les ruines des queues négatives. Tu gagnes en moyenne, parce que quelques moments rares créent la valeur. 10. Les queues négatives. Il y a aussi des queues destructrices. Krach boursier, faillite, crise sanitaire, divorce ruineux, maladie grave. Tu ne sais jamais quand elles arrivent. Mais elles changent tout. C'est pourquoi ta marge de sécurité, chapitre précédent, est vitale. 11. Les queues dans ta vie personnelle. Quelques moments. Une décision saine. Une bonne habitude. Un non au bon moment. Peuvent te donner une trajectoire complètement différente. 12. Images mentales. Imagine une immense prairie. Des milliers d'arbres poussent. Mais quelques-uns seulement deviennent des séquoias géants. Ils dominent le paysage. Ta richesse fonctionne pareil. La clé psychologique. Accepte que tu ne contrôles pas tout. Ton rôle est de rester dans le jeu. Survivre aux queues négatives. Laisser le temps amplifier les queues positives. Quelques événements rares créent la majorité des résultats. Le monde n'est pas linéaire, il est exponentiel. Diversifie pour attraper des queues positives. Survie pour éviter celles qui te détruisent. Ne coupe pas trop tôt tes meilleures positions. Chapitre 11. L'épargne, la compétence financière la plus sous-estimée. Quand on parle d'argent, la plupart des gens pensent gagner plus, investir mieux, trouver la meilleure stratégie, analyser les tendances. Mais Morgan Housel explique quelque chose de contre-intuitif. L'épargne est plus puissante que l'investissement. Pourquoi? Parce que sans épargne, il n'y a rien à investir. Et parce que l'épargne te donne du temps, de la sécurité, de la liberté. 1. L'épargne égale comportement, pas mathématique. Beaucoup pensent « Je ne peux pas épargner parce que je ne gagne pas assez ». Mais Housel répond « Tu peux dépenser moins. Tu peux ajuster ton style de vie. Tu peux retarder des envies. » En réalité, l'épargne est une compétence comportementale. Ce n'est pas combien tu gagnes. C'est comment tu te comportes avec ce que tu gagnes. 2. Ton taux d'épargne compte plus que ton taux de rendement. Imagine 2 personnes. Personne A. Investit 100 € par mois. Rendement 12%. Personne B. Investit 500 € par mois. Rendement 6%. Qui gagne? B. Parce que le taux d'épargne domine le rendement. Tu peux gagner très bien sans rendement extraordinaire. Simplement en épargnant intelligemment. 3. L'épargne augmente ton pouvoir de négociation. Plus tu as d'argent de côté, plus tu peux dire non. Plus tu choisis tes clients, plus tu contrôles ton agenda, plus tu peux changer de job, plus tu peux entreprendre. Ton compte bancaire augmente ton pouvoir mental. 4. L'erreur moderne, l'obsession du rendement. Dans notre société, on glorifie le rendement, on ridiculise l'épargne, on cherche le meilleur taux, la crypto explosive, le secret du million. Mais en réalité, la vraie richesse commence par ce que tu gardes. 5. L'épargne n'est pas seulement pour les pauvres. Beaucoup disent « C'est facile pour les riches d'épargner ». Mais la vérité inverse est plus puissante. C'est parce qu'ils ont épargné qu'ils sont devenus riches. Les riches contrôlent leur style de vie. Les pauvres se ruinent en essayant de paraître riches. 6. L'épargne achète de la flexibilité. Tu peux saisir une opportunité, investir dans une entreprise, déménager, apprendre une compétence, faire une pause. Sans épargne, tu subis.
Avec épargne. Tu choisis. 7. Tu n'as pas besoin d'un objectif précis pour épargner. C'est une idée brillante d'Ouzel. Tu peux épargner sans raison. Pourquoi? Parce que l'avenir est imprévisible. Tu n'as aucune idée de ce dont tu auras besoin demain. L'épargne est une protection contre l'inconnu. 8. L'épargne te protège psychologiquement. Quand tu as une marge, tu dors mieux. Tu paniques moins. Tu prends de meilleures décisions. La sérénité financière provient de tes réserves. 9. Le vrai secret, vivre sous tes moyens. Ça ne veut pas dire se priver, être radin, se punir. Ça veut dire dépenser selon tes valeurs. Couper le superflu, le mimétisme social, l'envie des autres, les dépenses d'ego. Garder ce qui te rend heureux, ce qui te fait grandir. 10 images mentales simples. Imagine que ton argent est une armure. Chaque euro économisé ajoute une plaque. Chaque dépense impulsive enlève une protection. Quand la vie frappe, ceux qui ont une armure résistent. Résumé. L'épargne domine le rendement. Tu n'as pas besoin d'un objectif pour épargner. L'épargne est comportementale, pas mathématique. Moins de dépenses égale plus de liberté. L'épargne protège ton mental, ton futur et ton temps. Morgan Housel disait « Être bon avec l'argent, c'est surtout être bon à ne pas en dépenser. » Chapitre 12. La fidélité. Rester longtemps sur une stratégie simple. Morgan Housel observe un phénomène étrange. Les investisseurs intelligents échouent souvent. Les investisseurs moyens réussissent parfois, spectaculairement. Pourquoi? Parce que les premiers cherchent trop complexe, trop vite. Les seconds restent longtemps, calmement, fidèlement. 1. Le plus grand avantage en finance n'est pas l'intelligence, mais la durée. Plus tu restes exposé longtemps à une stratégie simple, plus tu laisses le compounding travailler, la volatilité se lisser, les crises s'éteindre, les rendements apparaître. Ce n'est pas battage de record, coup de chance, timing parfait. C'est persistance. 2. L'erreur moderne, changer tout le temps. Nouvelle crypto, nouvelle action, nouveau business, nouvelle méthode, nouvelle mode. Chaque changement réinitialise ton compteur. Tu recommences toujours à zéro. Alors que la richesse se construit sur la continuité. 3. Le cerveau déteste l'attente. Psychologiquement, nous voulons des résultats rapides, des récompenses immédiates, des preuves instantanées. La finance, elle, récompense la répétition ennuyeuse. 4. Ce que Housel appelle le retour de la patience. Il dit le vrai plafond d'un investisseur est sa capacité à supporter l'ennui. Ce n'est pas sexy, ce n'est pas glamour, mais c'est d'une efficacité brutale. 5. Les crises font abandonner les impatients. Pendant une crise, les marchés chutent, les médias paniquent, les gens vendent. Ceux qui restent récupèrent, multiplient, gagnent. La différence, c'est la fidélité. 6 images mentales. Imagine 2 plantes. La première change de peau chaque semaine. Elle ne prend jamais racine. La seconde garde son sol. Ses racines s'enfoncent. Elle devient solide. Elle résiste au vent. La fidélité est un enracinement. 7. Pourquoi la fidélité est difficile? Parce que le monde moderne glorifie la nouveauté, encourage la comparaison, pousse la volatilité émotionnelle, mais la richesse récompense la cohérence, la répétition intentionnelle. 8. Le hasard favorise celui qui reste. Plus tu restes longtemps, plus tu augmentes ton exposition aux événements rares positifs. Chapitre 10. Quitter trop tôt, c'est sortir juste avant que la magie n'opère. 9. La puissance des plans simples. Les meilleurs investisseurs utilisent peu de produits, peu de leviers, peu d'instruments. Ils achètent de bonnes entreprises, régulièrement, longtemps, et laissent le temps faire le reste. Tu n'as pas besoin de complexité. Tu as besoin d'endurance. 10. L'erreur du brillant trop instable. Les personnes très intelligentes sont facilement ennuyées. Elles cherchent l'optimal, le nouveau, le sophistiqué. Résultat, elles sabotent le compounding. La finance récompense
Les calmes moyens. Plus que les brillants agités. 11. L'atout secret, l'ennui maîtrisé. Restez fidèle à une stratégie modérée. Répétée. Durable. C'est exactement ce que font les maîtres. Ce n'est pas spectaculaire. Mais c'est puissant. 12. La vraie course est longue. Tu ne gagnes pas la richesse en sprintant, paniquant, changeant. Tu gagnes en terminant la course. Et pour cela, tu dois rester sur la piste. Résumé profond du chapitre. La fidélité vaut mieux que la complexité. Le temps transforme une stratégie simple en puissance exponentielle. Changer souvent égale recommencer toujours à zéro. Les crises récompensent la patience. La vraie richesse appartient aux stables. Selon Morgan Housel, ce n'est pas celui qui court le plus vite qui gagne, mais celui qui forge la patience de rester en course. Chapitre 13. Le prix à payer. Comprendre le coût invisible de la richesse. Quand tu achètes n'importe quel produit, tu vois le prix sur l'étiquette. Mais l'argent a un prix caché. Et la plupart des gens ne le perçoivent pas. Selon Morgan Housel, la richesse se paie en volatilité, incertitude, stress et inconfort émotionnel. Ce sont des coûts invisibles. Mais ils sont bien réels. 1. Le prix de l'investissement, c'est la volatilité. Tu veux investir? Attends-toi à voir ton portefeuille chuter parfois. Tu veux un rendement élevé? Attends-toi à supporter l'anxiété. Tu ne peux pas avoir l'un sans l'autre. Comme un billet d'entrée pour un parc d'attractions. Tu paies, tu accèdes au manège. En finance, tu paies en stress, tu accèdes au rendement. 2. Beaucoup veulent investir, sans souffrir. Mais vouloir des rendements élevés, sans volatilité, sans baisse, sans peur. C'est vouloir un marathon, sans fatigue. Impossible. 3. Le stress est le prix de la performance. Morgan Housel utilise une analogie brillante. Le stress est le billet d'entrée du marché. Les gens qui réussissent ne cherchent pas à éviter le prix. Ils apprennent à le payer consciemment. Ils comprennent. La peur est normale. La baisse est normale. Ils paient. Et continuent. 4. Quand tu paies pas le prix, tu paies des conséquences. Si tu refuses de tolérer l'inconfort, accepter la volatilité, supporter l'incertitude, alors tu paies autrement. Opportunité perdue. Décisions impulsives. Panique coûteuse. Tu paies un prix plus élevé. 5. Le prix du succès est souvent émotionnel. La vraie question devient: peux-tu payer émotionnellement? Parce que l'argent, c'est la peur, la patience, la solitude, la pression sociale. Les chiffres n'expliquent pas ça. La psychologie, oui. 6. Ce que les médias cachent. Quand tu vois une personne millionnaire, une entreprise prospère, un investisseur visionnaire, tu vois le résultat. Jamais le prix invisible payé. Nuit blanche, échec, doute, sacrifices familiaux. Tu vois la médaille. Tu ignores le sang. 7. Le prix change selon les personnes. Certains tolèrent l'incertitude, la pression, les risques. D'autres non. Ta tolérance émotionnelle détermine ton chemin, pas ton intelligence. 8. Quand tu comprends le prix, tu arrêtes de paniquer. Tu ne paniquerais pas en voyant une montagne russe descendre. Si tu savais que c'est normal, tu paniqueras si tu penses que c'est une chute mortelle. Comprendre que la volatilité fait partie du prix rend la chute supportable. 9. Image mentale. Imagine un ticket de cinéma. Tu paies, tu regardes. Imagine un ticket de marché financier. Tu paies avec une baisse occasionnelle, de l'attente, du stress, et tu reçois le rendement. Résumé du chapitre. Le rendement s'achète avec de la volatilité. Le stress est le prix psychologique du succès. Tu ne peux pas gagner sans être inconfortable. Comprendre le prix réduit la panique. Le prix est invisible, mais incontournable. Morgan Housel disait: accepter le prix, c'est accepter la réussite. Chapitre 14. Vivre sous cesse moyen. Le pouvoir de la simplicité financière. Morgan Housel rappelle un principe fondamental. La richesse n'est pas déterminée par ton revenu, mais par ton écart entre revenus et dépenses. C'est une vérité simple, mais très peu la maîtrisent. 1. Le niveau de vie s'adapte. Tu gagnes plus, tu t'achètes plus. Meilleure voiture, plus grand appartement, plus de sorties, plus de gadgets. Le problème,
c'est que ton cerveau s'habitue. Ce qui te semblait luxueux hier devient banal aujourd'hui. C'est l'adaptation hédonique. 2. Le piège du lifestyle inflation. Quand tu augmentes ton style de vie, tu augmentes ton coût fixe, tu augmentes ton stress, tu augmentes ta dépendance à ton salaire. Tu crois progresser, tu t'enfermes, tu deviens prisonnier doré. 3. Vivre sous ses moyens égale liberté future. Morgan Housel insiste. Dépenser légèrement moins que ce que tu peux. Crée un écart. Cet écart devient ta liberté. Cet écart. Finance tes projets. Finance ton entrepreneuriat. Finance ton repos. Finance tes crises. C'est la marge de manœuvre. 4. Ce n'est pas de la privation. L'idée n'est pas de vivre triste, se punir, se priver de plaisir. L'idée est de aligner ta consommation avec tes valeurs. Couper l'affichage social, les achats de validation, les dépenses d'ego. Garder la joie, la croissance, le développement. 5. Pourquoi c'est psychologique? Beaucoup pensent « Je ne peux pas vivre sous mes moyens ». Mais souvent, ils veulent dire « Je ne veux pas descendre mon image ». Le vrai combat, ce n'est pas contre les dépenses, mais contre l'ego. 6. Le coût invisible du style de vie. Plus ton niveau de vie augmente, plus tu as peur de descendre, tu paniques de perdre, tu te compares aux autres. C'est ce que Housel appelle la fragilité du haut niveau. La simplicité, elle, est solide. 7. Les riches invisibles. Morgan Housel observe. Les personnes vraiment indépendantes portent des vêtements simples, ne cherchent pas à impressionner, vivent discrètement, parce qu'elles ne veulent pas montrer qu'elles sont riches, mais être riche réellement. 8. L'inverse, les riches visibles fragiles. Maisons surendettées, voitures en leasing, dépenses d'apparence. Ils semblent riches, mais ils ne possèdent pas la paix mentale, la flexibilité, la marge, la liberté. 9. Image mentale. Imagine deux maisons, l'une très grande, mais avec des murs fragiles, l'autre plus modeste, mais avec des murs épais. Laquelle résiste à la tempête? C'est ton style de vie. 10. Conseil psychologique. Quand ton revenu augmente, ne augmente pas ton style de vie immédiatement. Laisse la marge se former. Laisse ta liberté grandir. Ton futur toi te remerciera. 11. La simplicité apporte la sérénité. Plus tes besoins sont simples, moins tu es stressé, moins tu es dépendant, moins tu dois courir. La simplicité financière irrigue la tranquillité mentale. 12. La peur disparaît quand la marge apparaît. Quand tu as un écart, tu es moins manipulé, moins impressionnable, moins jaloux, moins stressé. Les dépenses pour impressionner disparaissent. Résumé profond du chapitre. Vivre sous ses moyens crée la liberté, la marge et la paix. L'adaptation hédonique te pousse toujours vers le plus. Le niveau de vie élevé fragilise. La simplicité stabilise. La richesse intérieure égale besoin modéré. Selon Morgan Housel, la seule façon de devenir riche est de dépenser moins que tu pourrais. Chapitre 15. Les attentes, la racine de l'insatisfaction financière. Morgan Housel affirme une vérité simple. La satisfaction financière dépend moins de ce que tu as que de ce que tu t'attends à avoir. Ce n'est pas ton compte bancaire qui détermine ton bien-être, mais ton écart entre réalité et attente. 1. L'adaptation hédonique, l'ennemi intérieur. Quand tu obtiens quelque chose, une promotion, une voiture, un nouveau téléphone, tu te sens bien pendant un moment. Puis, ton cerveau s'habitue. Tu montes ton standard, mais ton bonheur revient au même niveau. Résultat, tu veux plus, plus cher, plus vite. Ce cycle n'a pas de fin. 2. Le bonheur est une attente, pas une possession. Tu peux être riche matériellement, mais malheureux si tu t'attends à être encore plus riche. Tu peux être pauvre matériellement, mais heureux si tu t'attends à peu. Le bonheur financier est une équation psychologique. 3. Pourquoi le monde moderne aggrave le problème? Nous vivons entourés de réseaux sociaux, vitrines, publicités, influenceurs. Chaque jour, tu vois le meilleur des autres.
Ton cerveau se compare et augmente tes attentes, sans même que tu t'en rendes compte. 4. La compétition invisible. Personne ne se compare à ses parents aujourd'hui. On se compare à Cristiano Ronaldo, Gigi, Jeff Bezos, Kim Kardashian. C'est une comparaison impossible, catastrophique. Tu affrontes des niveaux de richesse qui ne sont pas humains. 5. Image mentale. Imagine que ton bonheur soit une fenêtre. Si ta fenêtre est orientée vers ce que tu as, tu ressens de la gratitude. Si ta fenêtre est orientée vers ce que tu veux, tu ressens un manque. Ta fenêtre mentale détermine ton état intérieur. 6. Le secret est de baisser tes attentes plus vite que tu n'augmentes ton style de vie. Morgan Housel dit: le bonheur naît lorsque tu augmentes tes revenus plus lentement que tu n'augmentes tes attentes. Résumé. Si tes attentes croissent plus vite que ton compte bancaire, tu seras toujours pauvre. 7. Le paradoxe des riches malheureux. Des personnes millionnaires peuvent être profondément malheureuses. Pourquoi? Parce qu'elles fréquentent des personnes encore plus riches. Leur référence n'est plus 20 000 euros sur un compte. C'est 20 millions ou 200 millions. Leur standard les détruit. 8. Le piège du toujours plus. Lorsque ton bonheur dépend d'un futur vague. Quand j'aurai cette voiture. Quand je vivrai ici. Quand j'aurai ce salaire. Tu repousses ton bonheur. Tu le mets en location. Tu es pauvre psychologiquement, même en étant riche financièrement. 9. L'antidote. Ajuster tes attentes. Ce n'est pas du pessimisme. C'est accepter que tu n'as pas besoin d'autant. Apprécier ce que tu as déjà. Réduire le goût du manque. Tu ne deviens pas indifférent. Tu deviens libre. 10. Ce que Housel conseille. Au lieu de demander comment gagner plus, demande pourquoi veux-je plus? Qu'est-ce qui me manque vraiment? Mes attentes sont-elles réalistes? Cette introspection vaut de l'or. Résumé profond du chapitre. La satisfaction dépend de l'écart entre réalité et attente. L'adaptation hédonique pousse vers un cycle infini. Les réseaux sociaux gonflent artificiellement nos standards. Baisser ses attentes rend plus heureux que monter son style de vie. La vraie richesse commence quand l'esprit se calme. Morgan Housel dit ceci: être riche, c'est que tes besoins soient plus bas que ton revenu. Chapitre 16. Rien n'est aussi simple que ça. Morgan Housel commence par une idée essentielle. Les gens prennent des décisions financières avec leur histoire personnelle, pas avec les modèles que tu as en tête. Tu peux trouver les choix de quelqu'un stupide, irresponsable, illogique, mais tu ignores l'histoire qui a créé ces choix. 1. La finance n'est pas universelle. Deux personnes peuvent avoir le même âge, le même revenu, la même éducation, et prendre des décisions radicalement différentes. Pourquoi? Parce qu'en finance, tes souvenirs sont supérieurs à tes chiffres. Quelques exemples. Quelqu'un qui a vécu la pauvreté épargne compulsivement. Quelqu'un qui a grandi dans l'abondance prend plus de risques. Quelqu'un qui a vu ses parents ruinés fuit la bourse. Tu ne peux pas comprendre les chiffres si tu n'analyses pas les blessures. 2. Ton passé dicte ton présent. Si tu as vécu une crise économique, un licenciement massif, une faillite familiale, une hyperinflation, tu ne verras jamais l'argent comme quelqu'un qui a connu la stabilité et la prospérité. Nos comportements ne sont pas rationnels. Ils sont autobiographiques. 3. Nous jugeons sans contexte. Tu vois quelqu'un investir agressivement, acheter une maison chère, prendre une assurance inutile, stacker de l'or. Tu penses, il est idiot. Mais peut-être que sa famille a tout perdu dans un krach. Son pays a connu l'inflation. Il a été trahi par une banque. Il a vu un héritage disparaître. Ses choix sont logiques, pour son histoire. 4. Les manuels scolaires pas égales à la vraie vie. À l'école, on t'enseigne la rationalité pure. Dans la vraie vie, ton comportement dépend de ta peur de manquer, de ton environnement, de ton âge, de tes responsabilités. Un univers entier que les équations ignorent. 5. Le temps déforme la perception. Un investisseur de 20 ans voit la bourse comme un jeu. Un investisseur de 60 ans voit la bourse comme un futur médical, un héritage, une retraite. Même graphique. Deux mondes.
6. Il n'existe pas une seule bonne stratégie. Elle dépend de ta psychologie, ton horizon de vie, ta tolérance au risque, ton environnement social, ta culture, et surtout, de ce que tu peux supporter émotionnellement. 7. Le danger de copier. Quand tu copies, les traders sur TikTok, les investisseurs Instagram, les entrepreneurs YouTube, tu oublies leurs convictions internes, leurs pertes invisibles, leurs traumatismes, leurs marges, leurs objectifs. Tu n'as pas leur cerveau, ni leur estomac pour avaler la douleur. 8. La vraie sagesse. Ouzel te propose de juger moins, d'observer plus, de comprendre les contextes, d'accepter la complexité humaine. La finance est un océan psychologique. 9. Images mentales. Imagine deux personnes regardant un feu de camp. L'une a été brûlée dans son enfance. L'autre adore la chaleur. Même scène. Deux réactions. Complètement différentes. C'est la finance. 10. Une vérité qui libère. Tu n'as pas besoin de suivre la stratégie de tout le monde, les tendances du moment, les conseils magiques. Tu dois suivre ce qui te permet de dormir la nuit, ce qui est rationnel pour toi, même si cela semble bête pour les autres. Résumé du chapitre. Les décisions financières sont autobiographiques. Ton passé influence tes choix plus que ton intelligence. La rationalité dépend du contexte personnel. Copie moins les gens, leur vécu n'est pas le tien. Juge moins. Observe les histoires derrière les comportements. Selon Morgan Housel, ce qui est logique pour toi peut sembler irrationnel pour moi. Et nous avons probablement tous les deux raison. Chapitre 17. La chanceté, le timing. Le contexte compte plus qu'on ne veut l'admettre. Morgan Housel explique. Le succès n'est pas uniquement le résultat de compétences individuelles. Il dépend aussi de la chance, le contexte historique, la géographie, la culture, l'époque, les opportunités présentes. C'est inconfortable à accepter, mais essentiel pour comprendre les trajectoires de vie. 1. Le hasard géographique. Naître dans un pays stable, dans une ville éduquée, avec accès à Internet, dans une famille fonctionnelle, c'est déjà une loterie gagnante. Naître dans la guerre, dans la pauvreté extrême, dans un désert économique, c'est commencer la vie, avec une marche gigantesque à franchir. 2. L'époque où tu n'es compte. Naître en 1870, pas d'ordinateur, pas de start-up, pas d'Internet, espérance de vie plus basse. Naître en 1995, explosion numérique, globalisation, accès au savoir quasi gratuit. Tu peux être parfaitement talentueux. Au mauvais siècle. 3. L'exemple brutal des opportunités technologiques. Pour prendre un exemple simple, Steve Jobs est né en 1955. Bill Gates aussi. Pile au moment où l'informatique personnelle allait exploser. Même talent. Né 20 ans plus tôt égal. Ouvrier d'usine. Même talent. Né 20 ans plus tard égal. Marché saturé. Le rien du timing. Change tout dans l'histoire. 4. Pourquoi nous refusons d'admettre ça? Parce que l'ego veut croire. J'ai mérité tout ce que j'ai. Mais la réalité est, ton travail a aidé, ton courage a compté, mais ton contexte a ouvert les portes. Ce n'est pas humiliant. C'est lucide. 5. Le succès est multifactoriel. Il dépend de ton intelligence, ta discipline, ton réseau, ton timing, ton environnement, tes rencontres, tes accidents heureux. C'est ce qu'on appelle un système complexe. 6. Copier-coller est dangereux. Tu ne peux pas reproduire exactement le parcours de quelqu'un. Les conditions qui ont permis sa réussite. Époque, technologie, culture, support familial, société, ne se reproduiront pas. On peut copier les principes, pas les circonstances. 7. La loterie de naissance. Morgan Housel n'est pas dans le fatalisme. Il dit juste, reconnaître la part de chance augmente l'humilité. Ça te permet d'être reconnaissant, de moins juger, de moins envier. 8. L'exemple des sportifs et des entrepreneurs. Un sportif talentueux né dans un pays sans infrastructure. Talent gaspillé. Un entrepreneur brillant né dans une région sans capitale. Vision bloquée. Même talent.
Différents accès. 9. La malchance existe aussi. Parfois. Une maladie inattendue. Une crise économique. Un divorce. Un accident. Peuvent ruiner des années de travail. Ce n'est pas de la paresse. C'est de la vie. 10. Images mentales. Imagine que ton parcours est un train. Tu peux choisir tes vitesses. Optimiser ton carburant. Mais tu ne choisis pas les rails. Tu es sur des pistes posées par l'histoire. 11. Ce que Husserl propose comme sage attitude. Reconnaître la chance, humilité. Reconnaître le timing, gratitude. Reconnaître le contexte, compassion. Ça ne retire rien à ton travail. Ça retire l'illusion de perfection. 12. Pourquoi c'est libérateur? Quand tu comprends ça, tu cesses de te comparer inutilement. Tu arrêtes de te flageller. Tu arrêtes de mépriser les autres. Tu sors du « si j'étais meilleur ». Et tu entres dans « mon contexte est mon contexte ». Je l'optimise. Résumé profond du chapitre. Le succès dépend du contexte, de l'époque, de la chance. Le talent seul ne suffit pas. Copier un parcours ne fonctionne pas. L'humilité est un signe d'intelligence. Reconnaître la chance rend plus humain. Punchline de Morgan Housel. Tu peux être brillant et échouer. Et tu peux être moyen et réussir. Selon ton contexte. Chapitre 18. Le progrès, la force invisible qui fait avancer l'humanité. Dans notre quotidien, on a tendance à croire que tout va mal. Le monde régresse. La vie est de plus en plus difficile. Pourquoi? Parce qu'on est exposé aux médias, aux scandales, aux catastrophes. Ce que nous ne voyons pas, ce sont les avancées silencieuses qui réécrivent notre condition humaine. 1. La vie moderne est un miracle invisible. Regarde autour de toi. Eau potable, électricité, Internet, vaccins, transport, informatique, éducation massive. Ces miracles du quotidien seraient perçus comme magiques par quelqu'un d'il y a 200 ans. Et pourtant, nous les prenons pour acquis. 2. Les humains sont programmés pour voir le danger. Notre cerveau détecte ce qui manque, ce qui menace, ce qui choque. C'est un héritage de survie. Résultat, nous avons une vision pessimiste. À court terme, mais sur le long terme, l'humanité progresse. 3 illustrations. Santé, richesse et connaissances. Compare. Il y a 100 ans. Mortalité infantile élevée. Espérance de vie à 40 à 50 ans. Ignorance généralisée. Guerre permanente. Aujourd'hui. Soins médicaux avancés. Espérance de vie plus 70 ans. Accès massif à l'éducation. Technologie exponentielle. C'est un bond incroyable. 4. Le progrès est exponentiel, pas linéaire. Quand on invente quelque chose, ce n'est pas seulement l'objet en soi, mais les innovations futures qu'il permet. Exemple. L'électricité, ordinateur, smartphone, intelligence artificielle. Chaque invention amplifie la prochaine. 5. Pourquoi le progrès crée la richesse? Chaque innovation augmente la productivité, réduit les coûts, crée de nouveaux marchés, améliore notre qualité de vie. C'est un effet boule de neige. Même si tu ne t'en rends pas compte, ta vie est influencée par des milliers d'inventions silencieuses. 6. Le pessimisme est vendeur. Les médias nous montrent la peur, le chaos, les crimes, les crises. Pourquoi? Parce que la peur retient l'attention. Mais sur l'axe du temps, la courbe globale est en montée. 7. Le progrès est invisible au quotidien. Tu ne sens pas le progrès aujourd'hui. Tu le vois 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, comme un enfant qui grandit. Jour par jour, c'est invisible. Année après année, c'est stupéfiant. 8. Vision psychologique. Morgan Housel conseille. Arrête d'évaluer le monde au quotidien. Regarde-le par décennies. Sur 10 ans, 20 ans, 50 ans. La trajectoire est spectaculaire. Les pessimistes semblent intelligents. Les optimistes semblent naïfs. Mais historiquement, les optimistes ont gagné. 9 exemples simples. Le coût de la technologie. Un smartphone aujourd'hui vaut plus que des millions de dollars de technologie des années 60. Et pourtant, nous le tenons dans nos poches. Pour presque rien. C'est un miracle invisible. 10. Le progrès est une vague.
Si tu te places au bon endroit, avec patience, avec un état d'esprit ouvert, le progrès mondial va te transporter comme une vague, sans que tu doives la créer toi-même. Résumé du chapitre. Le progrès humain est exponentiel et continu. Nos cerveaux sont programmés pour être pessimistes au quotidien. L'innovation crée la richesse accrue. Les pessimistes gagnent l'attention, mais les optimistes gagnent la richesse. Regarde la vie en décennies, pas en jours. Selon Morgan Housel, le progrès est réel, même s'il est invisible au quotidien. Chapitre 19. La modestie, la sagesse de savoir que tu peux te tromper. Dans la finance, les pires catastrophes ne viennent pas de l'ignorance. Elles viennent de la certitude absolue, l'orgueil, l'arrogance. Morgan Housel rappelle, personne ne sait réellement ce qui va se passer. Le futur économique est incertain, chaotique et imprévisible. La modestie devient une armure psychologique. Plus tu en sais, plus tu sais que tu ne sais pas. Le paradoxe. Les gens les plus compétents sont souvent les plus modestes. Pourquoi? Parce qu'ils ont étudié suffisamment pour comprendre la complexité, l'incertitude, le hasard. Les ignorants sont sur deux. Les sages doutent. 2. La certitude détruit la richesse. Quand tu crois avoir raison, avoir trouvé la stratégie parfaite, avoir identifié le moment idéal, tu deviens vulnérable. Tu baisses ta garde. Tu ignores les signaux. Tu surexposes ton portefeuille. L'arrogance augmente le risque de ruine. 3. L'humilité protège ton capital. Morgan Housel affirme. La modestie te pousse à diversifier, garder une marge, ne pas mettre tout sur un seul coup, rester prudent. La modestie, c'est la sécurité. 4. Accueillir la possibilité du contraire. Les investisseurs modestes se disent « Et si j'avais tort? Et si le marché changeait? Et si l'économie ralentissait ?» Cette question simple sauve des fortunes. Les arrogants ne se la posent pas. 5. L'exemple des bulles financières. Dans toutes les bulles historiques, les prix montent. Les gens se sentent intelligents. Ils ignorent le risque. Ils se persuadent que cette fois, c'est différent. Puis, effondrement brutal. Ce n'est pas l'ignorance qui les tue. C'est la confiance excessive. 6. Image mentale, le funambule. Imagine-toi marcher sur un fil. Si tu crois être invincible, tu accélères. Tu risques davantage. Tu tombes. La modestie te garde concentré et prudent. 7. L'humilité est un vaccin. Elle te protège contre les décisions impulsives, les narratifs médiatiques, les conseils toxiques, les promesses trop belles. Elle t'empêche de t'exposer au danger. 8. La modestie reconnaît la place du hasard. Une partie du succès est due à le timing, la chance, le contexte. Cela ne signifie pas que tu n'as pas travaillé, mais cela t'empêche de mépriser les autres, te croire magique, prendre des risques absurdes. 9. L'ego détruit la richesse silencieusement. La personne qui veut impressionner les autres perd de l'argent en voiture de luxe, se surendetter, surconsomme, parce que montrer coûte cher. L'humilité est économique. 10. L'objectif de la modestie. Morgan Housel dit, ce n'est pas être petit ou timide. C'est, index revers pointant vers la droite blanc, reconnaître qu'un événement imprévu peut tout changer. L'humilité te permet de garder des réserves, de diversifier, de survivre. Résumé profond du chapitre. La modestie protège plus que l'intelligence n'enrichit. Le futur est incertain, l'arrogance est dangereuse. L'humilité encourage la diversification et la prudence. L'ego dépense, la modestie économise. Reconnaître la part de hasard rend plus réaliste. Selon Morgan Housel, la modestie est une stratégie, pas un caractère. Chapitre 20. Richesse vs statut, le piège social invisible. Morgan Housel commence par une observation essentielle. La richesse n'est pas ce que tu possèdes, mais ce que tu ne dépenses pas. La société confond richesse visible, statut social. Or, ce sont deux choses totalement différentes. 1. Le statut est visible. La richesse est invisible. Une voiture luxueuse,
Visible. Une montre hors de prix. Visible. Mais une épargne solide. Invisible. Des investissements réguliers. Invisible. Un compte d'urgence. Totalement invisible. L'argent qui reste sur ton compte. Ne se voit pas. Ce qui se voit. Ce que tu enlèves de ce compte. C'est l'inverse de la logique populaire. 2. Pourquoi les gens confondent les deux? Parce que la société récompense les signes extérieurs, les objets brillants, les marques prestigieuses, les symboles de puissance. On te félicite quand tu montres. Personne ne te félicite quand tu gardes. 3. L'envie pousse à l'affichage. Quand tu vois quelqu'un t'afficher son statut, une réaction subconsciente apparaît. Je veux qu'on me regarde pareil. C'est ancestral. Nous voulons de la reconnaissance. Nous voulons être admirés. Mais cette quête mène à des dépenses d'ego. Pas de liberté. 4. Psychologie profonde. Morgan Housel dévoile une vérité crue. Quand quelqu'un achète un objet de statut, il ne cherche pas seulement du plaisir. Il cherche à influencer le regard des autres. La réalité. Les autres ne regardent pas autant que tu crois. Ils sont occupés avec leurs propres insécurités. 5. Le statut te rend fragile. Quand ton image dépend de ta voiture, de ta marque, de ta maison, tu deviens prisonnier du prochain achat. Tu dois continuellement maintenir le masque, faire mieux que ton voisin, rester à la hauteur. C'est épuisant. 6. La vraie richesse te rend solide. Elle te permet de dire non, de prendre des pauses, de quitter un mauvais job, de survivre aux crises. La richesse invisible construit des murs de sécurité. 7. Le piège de la compétition infinie. Si tu achètes pour impressionner, tu achètes un modèle, puis quelqu'un en achète un meilleur. Tu rentres dans un jeu infini, une lutte sans fin. Tu ne cours plus pour toi, tu cours contre une ombre. 8. Le statut est fragile. Ton statut dépend du regard extérieur. Ce regard peut changer. Si tu perds ton emploi, si la mode change, si quelqu'un montre mieux, c'est une richesse qui peut s'effondrer à cause d'un regard. 9. La vraie richesse est durable. Elle se cumule. Elle se compose. Elle crée de la liberté. Elle achète du temps. Elle te permet de respirer. 10. Images mentales. Imagine 2 coffres. Coffre A contient investissement, épargne, liberté. Coffre B contient objet visible, marque, standing. Le premier coffre te rend libre. Le second te rend dépendant. 11. Ce que Housel propose. Quand tu prends une décision d'achat, pose-toi cette question. Est-ce que j'achète pour moi ou pour les autres? Cette question sauve des fortunes. Résumé profond du chapitre. Le statut est visible, la richesse est invisible. Les dépenses d'ego détruisent la liberté financière. Les objets visibles ne mesurent pas la solidité intérieure. La quête du regard des autres est un puissant fond. La vraie richesse s'accumule dans le silence. Morgan disait ceci. Les voitures luxueuses impressionnent les autres. Mais c'est toi qui en paies le prix. Voilà ce que nous apprend la psychologie de l'argent. La richesse dépend moins de ce que tu gagnes que de comment tu te comportes avec l'argent. Être riche, ce n'est pas impressionner. C'est être libre. De ton temps, de tes choix, de tes peurs. Vis sous tes moyens. Reste patient. Et construis silencieusement. NT. Merci pour ton écoute. N'hésite pas à t'abonner, liker et partager ton insight préféré. À très vite sur Culture Sapiens.